Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon mercredi midi tout le monde. Bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre avec vous à l'animation de Côte-Nord Attitude. Pour ce jeudi, je suis en co-animation avec le journaliste de Cogeco TV. Bonjour Tommy Auger. Bonjour! Ça va bien? Ben oui, j'ai hâte à la neige, moi. Oui, ouais. On a attendu. Là, on est rendu le 1er décembre, ça s'en vient. Ouais. Une émission assez chargée encore aujourd'hui, Tommy. D'abord, on va s'entretenir avec Marc Brouillette. Il est toujours président de Développement économique Sept-Îles. Il y a un classement des meilleurs endroits au Canada pour démarrer une entreprise qui vient d'être publié par une fédération canadienne des entreprises indépendantes. On aura sa réaction parce que Sept-Îles se classe 121e sur 121 villes évaluées au Canada dans le cadre de ce palmarès. Là, on va voir un peu les critères et la nature de l'association quand même. Réaction de Marc Brouillette avec qui on va parler également d'actualité économique. Toi et moi, on a assisté hier en bonne partie au colloque de l'agence AMIC sur les pêches autochtones au Très Québec. Intéressant. Ça se passait au musée Chapoutoine, ici chez nous à Ouachat-Sept-Îles, sur la Côte-Nord. On parle de réussite là du côté des Inuits dans le domaine des pêches. Certaines entreprises comme Wapan, pêcherie Chipec également de Équanichit-Mingan qui est propriétaire de la poissonnerie Fortier. On est présent dans tous les niveaux, là, la pêche, la transformation. Il y a une usine Umec à Sept-Îles avec les Inuits également. C'est de la pêche commerciale, hein. Souvent, on pense que c'est encore très traditionnel. Non, parle c'est de vraiment... crabe, de crevettes, de bourgots, de toutes ces choses qu'on vend sur des marchés de plus en plus importants. Dans le cas du crabe des neiges, c'est des très bons marchés, là, on se le cache pas. Donc, toute une économie qui tourne dans les communautés autochtones. On va faire le bilan de tout ça. L'agence AMIC a 10 ans. Serge Langelier en sera le porte-parole en entrevue sur nos ondes vers 12h25. Ensuite de ça, on va parler de l'avenir du caribou forestier. Il y en a encore chez nous sur la Côte-Nord, pas si loin que ça de Sept-Îles. Hein? Moi, j'ai vu des photos il y a pas longtemps, puis c'était pas loin de Sept-Îles. Les caribous des bois, là, ça existe encore. Faut-il le protéger? Est-ce que ça va faire perdre des emplois dans nos usines comme Port-Cartier? Exactement. Ben, c'est ça, là. Ça peut avoir un impact. La SNAP Québec surveille ça de très près. Ça fait vraiment un bout, là, que leurs gens, là, qui travaillent en conservation et foresterie surveillent ça de très près. On est critique envers le gouvernement. On dit que la science du caribou est muselée. Donc, eux sont pas très contents. On dit, là, que le rétablissement du caribou forestier, là, pourrait aller de l'avant. Donc, on va parler avec Pierre-Olivier Boudreau, qui est chargé de projet, justement, en conservation et foresterie. 1er décembre aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida-VIH. Catherine Côté sera avec nous en fin d'émission pour nous en parler. Elle est directrice du bureau régional en santé sexuelle. C'est donc le seul bureau, là, le seul organisme qui offre des services dans ce domaine-là. Catherine Côté, donc, on parle du sida. On est en voie d'enrayer la maladie là et le virus, mais il reste encore du chemin à faire et des investissements des gouvernements à travers le monde seront encore nécessaires. On en parle avec Kathleen Côté en fin d'émission. Avant cette série d'entrevues sur nos ondes, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Mais d'abord, bien sûr, on surveille la tempête aujourd'hui. Elle est bien amorcée sur la Côte-Nord. La traverse entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac fonctionne au ralenti. La route 138 est interdite aux véhicules lourds jusqu'à Forestville. La chaussée est enneigée jusqu'à Godbout. La tempête s'en vient vers Port-Cartier-Sept-Îles. La région attend une 20aine de centimètres de neige d'ici demain matin. La famille de Steve Barriot, décédé dans un accident de travail au chantier Romaine, fait appel à l'avocat Marc Bellemare pour poursuivre Hydro-Québec. Steve Barriot s'est noyé en mars 2015 alors que sa pelle mécanique a tombé dans l'eau. Le rapport de la CSST blâme une gestion déficiente d'Hydro-Québec et de Nielsen EBC qui embauchait le travailleur décédé. Le père de la victime, Clément Barriot de Havre-Saint-Pierre, réalise les démarches de poursuite judiciaire parce qu'il souhaite éviter qu'un accident du même genre se répète. L'opérateur de pelle hydraulique Steve Barriot n'a eu aucune chance selon les conclusions du rapport de la CSST. Il effectuait les travaux de retrait de neige et de débris de roche dans une excavation à flanc de montagne pour la centrale Romaine 3. Sans le savoir, l'homme de 39 ans manœuvrait sa machinerie à proximité d'une fosse de 5 mètres d'eau recouverte d'un mince couvert de glace.
Et puis on peut rappeler qu'une centaine de personnes ont participé hier au premier colloque sur les pêches autochtones au Québec au musée Chapoutoine à Ouachat. L'événement a permis de constater la grande réussite des Inuits dans le domaine des pêcheries commerciales. Les pêches autochtones ont commencé au milieu des années 1990 dans notre région. Aujourd'hui, plusieurs entreprises de pêche, de transformation et de commercialisation des produits marins fournissent des centaines d'emplois sur la Côte-Nord, dont Pêcherie Wapan d'Ouachat, qui possède 7 bateaux et embauche 28 personnes. L'agence Amic, qui a organisé le colloque d'hier, célèbre son 10e anniversaire. Elle a contribué à la formation de nombreux Inuits qui travaillent maintenant dans l'industrie de la pêche. La Société de la nature et des parcs SNAP Québec croit qu'un plan de rétablissement des populations de caribous forestiers au Québec ne nuirait pas à l'approvisionnement des usines de transformation du bois de la Côte-Nord. L'espèce est considérée en péril par les gouvernements de Québec et Ottawa qui s'échangent des propositions de plan de rétablissement des caribous encore présents dans 3 régions. On aura l'occasion d'en parler plus en détail en un 3e bloc de l'émission. Eh bien, même si aujourd'hui on assermentait le 101e avocat de la Côte-Nord, c'est par le barreau du Québec, il y a une pénurie d'avocats à cette île qui affecte certains services, notamment au tribunal de la jeunesse. La bâtonnière de la Côte-Nord, maître Isabelle Blouin, précise que la situation limite l'accessibilité à l'aide juridique. La problématique se trouve vraiment à cette île au niveau des personnes qui sont admissibles à l'aide juridique. Il manque d'avocats qui acceptent des dossiers qui sont payés par l'aide juridique parce que bien que l'aide juridique ait déjà un bureau permanent, il y a la situation des conflits d'intérêts qui fait en sorte qu'un avocat de l'aide juridique peut pas représenter les 2 parties. Une avocate de Bécomo est venue pratiquer à cette île récemment pour éviter de retarder des causes au tribunal de la jeunesse. La bâtonnière de du plus petit barreau régional du Québec, Isabelle Blouin, précise que les délais pour les dossiers en matière criminelle sont raisonnables pour la Côte-Nord. La Côte-Nord a connu une bonne année touristique en 2016. Tourisme Côte-Nord a enregistré un achalandage de 100 118 visiteurs entre le 1er mai et le 30 septembre dans son réseau d'accueil. Il s'agit d'une hausse de 8% comparativement à 2015. 56 entreprises touristiques ont répondu à un sondage. 73% constatent une hausse de clientèle. La Côte-Nord accueille surtout une clientèle en provenance des autres régions du Québec, soit 68% de la clientèle. 19% des visiteurs proviennent de la France. Les installations de Parc Canada et les activités plein air constituent les principaux attraits touristiques de la Côte-Nord. 71% des visiteurs choisissent notre région pour les paysages, les baleines, les archipels et fameuses plages. Et puis cette île se classe 121e sur 121 villes au classement des meilleurs endroits au Canada pour démarrer ou faire croître une entreprise. On en parle dans quelques instants avec le président de développement économique cette île. Maître Marc Brouillette sera avec nous. Attitude. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, notre plus grande réussite, votre satisfaction. Un accueil chaleureux, une équipe professionnelle, implantée dans son milieu depuis plus de 25 ans. Faites-nous confiance pour un service complet de dentisterie familiale. Le Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté est non seulement reconnu pour ses services en implantologie, mais également pour ceux d'orthodontie et de restauration dentaire en céramique. Prenez rendez-vous avec nous, 88 968 17 17. Centre dentaire et d'implantologie Francis Côté, 801 Boulevard L'Art. Les joyeuses fringales de McDonald's vont tellement bien avec tout ce qu'on aime de l'hiver. Comme oublier ses mitaines dans l'autobus à moins 40. Ou tourner en rond pendant 1 heure pour trouver un stationnement déneigé. Accompagner tous ces beaux moments de nos frites gaufrées ou du Krusty Patate Bacon. Un hamburger garni d'une galette de pommes de terre croustillantes et de morceaux de bacon. Mais comme le mal de dos d'avoir trop pelleté, les joyeuses fringales, c'est seulement pour une durée limitée. Dans les restaurants McDonald's participants. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Ben oui, on va parler de ce classement. C'est la Fédération canadienne des entreprises indépendantes qui a publié une espèce de palmarès. Là, c'est quand même spécial. On parle d'un palmarès des meilleurs endroits au Canada pour démarrer ou faire croître une entreprise. Écoute, quand on est en période où on veut diversifier notre économie, qu'on organise des événements comme Savoir à faire, ça tombe mal quand même, là, ce palmarès-là. On va en parler avec le président, justement, de développement économique cette île, Marc Brouillette. Bonjour. Ah, bonjour.
La première réaction, là, un palmarès comme ça, on se questionne quand même sur la pertinence. Ça fait 9 ans que ça existe du côté de cette fédération-là. En fait, là, nous, on commande pas usuellement toutes ces analyses-là, mais ce qui nous a frappé, c'est que c'est vraiment tributaire de toute une question d'économie. La majeure partie des facteurs qui ont été utilisés sont des références à une croissance de l'économie. Alors, c'est évident que notre palmarès à nous, il est déjà faussé, il tient pas compte de tout ce qu'on a fait dans les dernières années, notamment dans les 2 dernières. Vous venez d'en nommer quelques-uns, mais il faut pas oublier là, qu'on a une table entrepreneuriale qu'on a mis en place. Toutes les activités qui ont eu lieu avec nos entreprises puis les grands donneurs d'ouvrages, notamment Alouette, Hydro-Québec, la ville de Sept-Îles, l'implication du comité de maximisation des retombées économiques. Alors, c'est sûr que ces critères-là qui ont été utilisés là, ne font pas état, ne mettent pas en valeur. Et entre vous puis moi, là, je cherche encore à comprendre comment ça se fait qu'il y a une colonne où à peu près tout le monde a le même pointage. Mais ceci étant dit, avez-vous une autre bonne question? Ben, moi j'en ai une. Les plus grands hommes d'affaires au monde ont toujours dit que c'est quand les choses étaient au plus bas qu'il fallait justement investir. Est-ce que un portrait économique comme cet organisme présente de cette île ne devrait pas encourager les entreprises à se dire, ben, si ça va pas très bien ici, on va venir investir puis on va remonter ça. En fait, ce matin, c'est exactement ce que je donnais, un cours sur la relève entrepreneuriale, et ce que j'expliquais, c'est qu'il faut profiter de ces moments-là de morosité pour regarder les opportunités d'affaires, parce que c'est effectivement, malheureusement, des moments où ça nous permet de consolider nos affaires notre part du marché. Et à cette île, je vous dirais, depuis 2 ans, là, étant dans le domaine transactionnel, je le vois très bien. Vous l'avez vu, il y a eu des changements de pancartes là et de publicité. Alors, c'est effectivement le cas. Et cette île est vouée à cette situation-là, d'autant plus de sa présence au niveau du plan Nord, de sa métropolité dans le secteur des affaires dans l'Est du Québec. Faut pas l'écarter. Alors, et ça, tant que, je pense, la reprise économique n'aura pas lieu, on va vivre ces situations-là. C'est pas toujours vu et vécu là de tout le monde, je le comprends bien, mais moi, je peux vous dire que ça bouge dans le secteur des affaires à cet égard. Oui, mais moi, je suis pas prêt à rejeter du revers de la main tout ce qu'il y a dans cette étude-là. Là, des fois, quand on regarde où on évalue les forces et les faiblesses, ça permet de s'améliorer aussi. Je vois quand même, qu'on mentionne là qu'il y a peut-être un problème d'esprit entrepreneurial, pas beaucoup de relève. C'est justement, est-ce qu'on travaille beaucoup, autant la rencontre de ce matin que, je sais pas moi, ce que fait Carrefour Jeunesse Emploi avec les Dragons, Sept-Rivières cette année. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'efforts, mais on le sait qu'on a un problème là. Les jeunes dans une région comme la Côte-Nord, où il y a des bons salaires chez Alouette, puis dans l'industrie minière, ils visent plus ça que de se partir en affaires souvent, là. Écoutez, on en est conscient qu'il faut aider en général la relève entrepreneuriale, pas parce qu'elle est absente à cette île, elle existe, mais il faut lui doter d'outils qui correspondent à nos besoins, à nous locaux. Il y a eu de l'époque, vous vous souviendrez peut-être pas, là, je m'excuse, des grappes industrielles, on a déjà vécu ça. Ça n'a pas toujours été adapté aux besoins de la relève. Alors là, ce qu'on essaie de faire concrètement, depuis au moins 2 ans, c'est se donner des outils qui correspondent carrément en fonction de ce que la relève recherche et devrait avoir comme élément pour effectivement acquérir de nouvelles entreprises, s'investir dans des entreprises. Puis en même temps, il faut faire l'arrimage aussi à ce qui se passe dans le monde. Il faut être réaliste. Il faut que l'entreprise dans laquelle on veut s'investir, elle soit là encore dans 1 an, 2 ans. Et ça, on le vit dans la récession actuellement au niveau du minerai de fer. Nos grands donneurs d'ouvrages nous envoyaient un message qu'eux devaient vivre une rationalisation de leur coût de production pour augmenter la productivité. Alors, l'entrepreneur, là, lui, il veut acheter une entreprise qui vit cette situation-là. Il faut aussi l'aider que cette entreprise-là maintienne ce lien d'affaires-là. Alors, on a 2 niveaux d'intervention avec lesquels on doit composer, au moins ces 2-là, à tout le moins, là. Alors, c'est sûr, plus un exode de population qu'on a vécu, on a perdu des futurs entrepreneurs, puis on en avait là-dedans,
Puis en plus, on perd, ce qui est important dans une entreprise, c'est le know-how, la connaissance. On a perdu une partie de nos emplois spécialisés. Ça a pas contribué. Moi, comme je vous dis, je veux pas revenir sur cette évaluation-là. Je l'ai regardée. Il faut pas se fermer les yeux. Faut surtout pas faire ça. Mais on sait ce que nous, on a comme plan, ce qu'on doit réaliser, puis c'est ce qu'on fait actuellement. Mais c'est pas des résultats instantanés. Là, vous en conviendrez, là, c'est pas un bateau amiral qu'on revire en dedans de 180 degrés en une fraction de seconde. Là. C'est ça la vraie vie. Non, mais on pose beaucoup de gestes, des bons gestes. Comme savoir à faire, c'est un bon exemple en Moses, là, qu'on pose des gestes, qu'on fait tout ce qu'on peut actuellement pour stimuler la diversification de notre économie par la création de nouvelles PME, notamment. Oui, puis on est en train de travailler sur d'autres choses que je préfère ne pas vous soumettre parce que ça fait l'objet de discussion au Conseil d'administration de développement économique Sept-Îles, qui est encore là, va être un outil qui va aider à cette relève entrepreneuriale-là ou à de futurs entrepreneurs à se développer, qui est là sans aller plus loin. Quel message s'envoie aux investisseurs dans le contexte du Plan Nord qui, depuis le lancement, est au ralenti, tarde à voir des projets très concrets se dessiner sur le terrain? Quel message s'envoie à des futurs investisseurs? Regardez, il y a 2 niveaux encore là-dessus, là, puis ça tombe, c'est 2 niveaux aujourd'hui, là. Mais le Plan Nord fonctionne actuellement. Il fonctionne pas à la vitesse que nous, on désire. C'est sûr, il fonctionne à la vitesse de l'économie sur laquelle on n'a absolument aucun contrôle. Mais on peut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes décisions qui ont été prises. Les investissements dans Champion, les investissements qui ont été faits dans Tata Steel, l'acquisition de Pointe-Noire, on le répète, c'est le cœur de régler le développement de nos mines, puis on l'a toujours dit. L'autre chose aussi, c'est que les entreprises qui désirent investir ici, écoutez, ça prend du financement, ça prend des acheteurs, ça prend donc un minimum qui est requis pour faire en sorte que l'entreprise fonctionne. Encore là, on est pris avec quoi? Une situation économique qui est pas facile. Cependant, là, on regarde, on a un soubresaut dans le secteur du minerai de fer. Ouais. Fait que là, c'est une opportunité pour lesquelles certaines de ces entreprises-là attendaient ce coup de sonde-là. Ouais. Mais rendu à 72 la tonne, là, ce matin, là, ça augmente à chaque jour depuis 3 semaines. On s'entend, là, vous vous souvenez de la présentation d'IOC qu'ils nous ont faite à une certaine époque, là, c'était 50 $ la tonne. Ouais. Fait, quand on parle de 72, je vous dis pas que demain matin, ça va faire en sorte que tous les projets de mines vont partir, surtout dans le secteur du Plan Nord, mais c'est un message positif. Il y a d'autres choses qu'on constate, c'est que le financement de ce type d'entreprise-là va mieux, plus facile. On sent qu'il y a un engouement, qu'il y a un intérêt à nouveau. Alors, moi, je regarde ça, là. On l'a toujours dit, 2016 serait une année difficile, malheureusement à cause d'un projet qu'on n'a pas eu à Port-Cartier, qui a contribué à tout le moins à pas rendre la situation économique facile. Mais 2017, il y a quand même des décisions importantes qui vont devoir être prises. Disons-nous-le, dossier Champion. Il y a une décision qui va être prise au début de l'année. Dossier Ménarneau. On est en train de, là, vous savez, de faire une mise à jour de l'étude de faisabilité. On est en train de négocier actuellement avec un futur investisseur. Alors, il y a aussi, faut en parler, éventuellement, il va y avoir une décision qui va se prendre dans le dossier du minéral ouette à 3e phase. Ouais. Et il y a d'autres projets qui vont continuer aussi, à mon avis, dans la région. Je veux dire, on n'arrêtera pas demain matin d'investir dans les infrastructures municipales, provinciales. Alors, 2017, oui, devient une année encore plus charnière que jamais. Puis on se croise les doigts. Puis nous autres, notre job, c'est d'essayer de faire en sorte que tout ce qu'on peut rendre facilitateur à cette reprise économique-là, pour la partie à tout le moins qu'on contrôle, on le réalise. Puis là, on a fait une liste minimale d'une partie de ce qu'on a fait. OK. Puis un palmarès comme ça, pour toi, ça peut pas nécessairement nuire, là, parce qu'on met, par exemple, Rivière-du-Loup juste de l'autre bord au premier rang, puis nous autres au 121e. Des gens de l'extérieur qui seraient intéressés à investir dans l'Est du Québec, ils vont regarder ailleurs. Regarde, on a fait, on se pourfend à aller à Québec. On a fait les rendez-vous, vous vous souviendrez, à Québec, il y a à peu près à l'été 2013.
On était là, on a rencontré tous les parlementaires de tous les partis confondus. On a fait notre promotion. On les a sensibilisés, puis on continue à faire cette promotion-là, cette campagne de sensibilisation, autant auprès de l'administration provinciale que fédérale, que des élus. Mais on peut pas empêcher qu'il y ait des études semblables, comme il y a un pourcentage, hein, c'est une règle, là. 10% des gens, 10% des organisations, il y a 10% du monde qui ont toujours un côté moins positif des choses. Alors, on compose avec ça. Ça fait ressortir nos faiblesses. En tout cas, ce qu'on a vu, entre autres, avec Russell Tremblay dans des chroniques de développement économique, puis avec Savoir à faire aussi, c'est qu'on mise sur nos forces à cette île-là. On est là, on les connaît, nos forces, puis c'est là-dessus qu'on essaye de développer, de créer des nouvelles entreprises. Les gens ici à cette île ont une qualité énorme. Je l'ai déjà dit, je le répète, c'est des battants. C'est pas des gens qui vont se laisser morfondre par une mauvaise nouvelle. On se relève rapidement, puis on va de l'avant. Je dis pas qu'il faut pas être sensible dans une certaine mesure à ce qu'on se dit qui est moins bon, peut-être plus péjoratif. Faut pas se fermer les yeux ou jouer à l'autruche. Mais il faut pas non plus se laisser abattre parce que c'est un palmarès parmi d'autres études qu'ils ont faites ou pour d'autres choses, cette île, on a le haut de la main, là, je veux dire, bon, on va accepter que cette étude-là soit ce qu'elle est là, mais je suis pas obligé d'accepter son résultat comme tel. Est-ce qu'on n'a pas de certitude, mais 2017, c'est vraiment là le cycle, on va revenir là, on a atteint le bas du cycle, c'est notre problème à cette île, on a une économie boule de cristal, dans votre boule de cristal, monsieur là, on sait qu'on est rendu à 72 $ la tonne de fer, c'est quand même un critère, un facteur, ben est-ce que ça peut encore chuter, aller plus bas que ce qu'on a connu en 2016? Ça là-dessus là, votre boule de cristal, la boule de cristal de bien du monde est aussi bonne que la nôtre là. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il en demeure pas moins que des décisions qui vont être prises dans 3 dossiers qui sont dissociés, c'est-à-dire c'est 3 dossiers de diversification. C'est un dans les mines, un dans l'aluminium, puis un dans le phosphate. Alors, je comprends que le marché peut être moins bon dans le cadre du minerai de fer. On ne sait pas si l'aluminium va augmenter. Le phosphate, il y a des hauts, il y a des bas. Mais faut pas oublier que au-delà des prix du marché, nous on a des valeurs ajoutées comme telles. Hein? Phosphate, faut le dire là. Au niveau mondial, avec ce qui se passe d'ailleurs au Maroc, avec ce que l'Union européenne demande au Maroc comme qualité du produit, la mine Arnaud vient de prendre une valeur parce qu'elle n'a pas elle des composantes en guillemets toxiques. Non acceptable comme l'Union européenne le prétend. Et ça donne une valeur ajoutée à la mine. Et il faut, à ce moment-là, utiliser ce potentiel-là. Et ce que je comprends actuellement, c'est ce que Investissement Québec fait avec les gens de Mine Arnaud, notamment sur la vente du produit. L'aluminerie, je viens de vous dire, on va suivre le cours de l'aluminium, on verra. 2017 est plein d'espoir. C'est sûr qu'une mauvaise nouvelle, ça remettrait peut-être un peu de morosité, mais là, on est en feeling espoir plus que la déprime, on l'a vécu dans la deuxième moitié. C'est dur de faire pire que 2016 sur bien des plans. Marc Brouillette, un gros merci pour ta présence à Côte-Nord Attitude ce midi. Je rappelle que tu es président de développement économique cette île. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Tu sais, quand on achète n'importe quoi, juste parce que c'était un super rabais. Marthe, t'as reçu une boîte? Oh, c'est quoi ça? C'est une harpe celtique. C'est pas vraiment super si c'est pas ce que vous voulez, non? En ce moment, achetez la Fusion et l'Escape 2017 à 0% sur 72 mois plus 500 $ en bonus fin d'année. Quand on a des rabais exceptionnels sur ce qu'on veut vraiment, c'est facile d'embarquer avec Ford. Toi, tu sais jouer de ça pour vrai? Ben oui. Faut juste que je trouve où ce qu'on souffle. Visitez trouvervotreford.ca pour les détails. Provigo salue ceux qui savent recevoir. Vous savez recevoir. Vous avez écrit « Bienvenue tout le monde » avec vos lumières de Noël dans la fenêtre du salon. Chacun de vos invités a son verre personnalisé et chaque verre personnalisé a son sous-verre personnalisé. Ça tombe bien. Chez Provigo, le beefsteak d'Aloyau ou de côte d'Aloyau à griller est à seulement 5,99 la livre. Et le fromage Petit Québec 400 à 460 grammes est à 3,99. Provigo, pour l'amour du goût. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1.
1er décembre, aujourd'hui, Tommy, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et puis, on fait campagne, bien sûr, au Québec, dans ce domaine-là, sous le thème « Ensemble, préparons un monde sans sida ni VIH ». Pour nous en parler, on reçoit la directrice du BRIS, le Bureau régional d'information en santé sexuelle. Bonjour, Kathleen Côté. Bonjour. Alors, c'est la journée mondiale aujourd'hui. Ici, chez nous, là, est-ce qu'on organise des activités? Il y a des choses spéciales? Oui, il y a un peu de kiosques dans les écoles, il y a des kiosques dans les CLSC, il y a également des entrevues à différentes stations de radio. Votre travail, c'est beaucoup de la prévention, entre autres auprès des jeunes. On va dans les écoles, on fait beaucoup de prévention là en matière d'habitudes, de bonnes pratiques sexuelles. Oui, de sensibilisation et de prévention. C'est sûr que les jeunes sont à risque entre 15 ans et 24 ans, donc c'est effectivement pour ça qu'on fait beaucoup de prévention dans les écoles. Mais on va également dans les organismes communautaires, le grand public. On va également donner des formations auprès des professionnels de la santé. Parce qu'on dit les jeunes, hein, mais les vieux sont à surveiller aussi. Là, même j'ai déjà vu des chiffres sur le sida, que souvent c'est dans la cinquantaine, là, après une rupture, que les gars s'en vont, développent d'autres habitudes qu'ils n'avaient pas là, auparavant, là, quand ils étaient en couple. Effectivement, il y a les jeunes, 15-24 ans, mais suite à les statistiques, c'est vraiment les 50 ans et plus. Alors, bienvenue. C'est notre génération, ça, qu'il faut faire attention, Kathleen. C'est notre génération. On passe des messages à notre génération, là. C'est ça. Et c'est pas juste les hommes. Je t'entendais dire les hommes, là, mais c'est également des comportements à risque chez les femmes. Ben oui, souvent on était en couple un bon nombre d'années, puis oups, là on met fin au couple, puis waouh, c'est pas sorte de choses. Le sida n'est plus nécessairement une maladie qui est mortelle avec les traitements, les soins qui sont maintenant prodigués lors du cas de VIH positif. Est-ce que le sida est rendu peut-être une sous-classe? Avant, ça faisait très peur. Maintenant, on n'y porte plus attention. La prévention se fait différemment qu'avant. Puisque ça fait moins peur? Ça fait pas moins peur. Qu'est-ce qui fait moins peur? C'est qu'on n'en meurt pas à l'heure actuelle si on se fait dépister. Ouais. Si on se fait traiter lors des premiers symptômes du VIH. Parce que le sida, c'est la phase terminale. Mm-hmm. Donc, quand on dit qu'on a le sida, ça veut dire que la personne est à la veille de décéder. Okay. Mm-hmm. Donc, elle a été prise en retard, trop tard, finalement. Donc, comme la prévention, les cliniciens, les chercheurs ont travaillé d'arrache-pied pour trouver justement des bons traitements, des traitements efficaces, des traitements avec des effets secondaires moins nombreux, moins difficiles. Donc, ça fait en sorte que, oui, on en parle moins, mais le sida, le VIH est présent encore partout et c'est pour ça qu'il faut redoubler nos efforts de sensibilisation et de prévention parce que on souhaite avoir un vaccin curatif d'ici 2030. Donc, c'est pas le temps d'abandonner, au contraire, c'est le temps d'avoir un boost d'énergie puis d'effort pour peut-être mettre fin à cette maladie-là, parce qu'on parle plus d'épidémie. Ouais. Des fois, on a l'impression que c'est un phénomène urbain qu'on retrouve surtout dans les grandes villes. On n'est pas à l'abri du tout en région. Hein? D'abord, nos comportements à risque, qu'on soit n'importe où, si on a un comportement à risque, il y a un risque. Hein? Et effectivement, le VIH, ça s'attaque, si je peux dire, à toutes les classes de la société. Qu'on soit la culture, le niveau social, la couleur de la peau, ça s'attaque à tout le monde. Mais ce qui est triste, c'est que en région, comme on est une petite population, la proximité des gens, aussi, puis la proximité des gens, les gens quand on dit par exemple bon, mais j'ai le cancer, les gens vont avoir une grande empathie envers la personne qui a le cancer. Mais si on dit, bon, mais j'ai le VIH, oh mon Dieu, il reste plus personne autour de nous. Les gens se poussent. Les gens se poussent.
Donc, ces personnes-là vivent en plus l'isolement. Ce que tu disais tantôt, c'est bien important aussi là qu'on le détecte rapidement quand on vit à cette île, mettons Port-Cartier. Là, est-ce qu'on a accès à des tests de dépistage? Faut aller à Montréal pour faire ça? Oh non, on a vraiment implanté quelque chose de vraiment formidable ici à cette île depuis cette année. Il y a une clinique, ça s'appelle CIDEP, c'est au CLSC. Il y a du sans rendez-vous, puis il y a du avec rendez-vous. Donc, ça permet de pas faire la file à l'urgence, justement, d'aller au CLSC. Et il y a l'infirmière qui s'occupe de toutes les ITSS, dont le VIH. Mais avec la collaboration de la clinique de dépistage du CLSC, il y a une intervenante du BRIS qui est avec Madame Jacqueline Nausier et on va dans les milieux communautaires, on va rejoindre les populations vulnérables là où ils sont. Et toute personne qui a un doute, la bonne façon c'est de vous appeler ou de contacter le CLSC. Des fois, on a juste des questions, on a posé un geste à risque puis on se questionne. Vous êtes là pour ça? On est là pour ça, pour répondre aux questions ou si les gens veulent venir nous voir. Il y a une travailleuse sociale qui est sur place et le tout se fait dans la confidentialité. Oui, ça c'est important de le dire. Dans les médias, on parle beaucoup des cours en éducation sexuelle dans les écoles. Je vous demanderai pas de vous prononcer sur la politique, sur les décisions, mais vos interventions, on commence à quel âge à faire de la prévention? C'est quel âge le minimum qu'on cible pour commencer à parler des maladies transmises sexuellement et du sida-VIH? OK. Avant de parler du VIH ou du sida ou des infections transmises sexuellement, c'est une éducation à la sexualité. Sur une sexualité saine. C'est ça. Donc, l'éducation à la sexualité apport du milieu familial dès la plus jeune âge. Quand c'est encore la responsabilité des parents dans notre société. Faut pas oublier ça. Non, il y a une bonne part de responsabilité des parents, effectivement, mais il y a aussi tout au long du parcours scolaire, il y a un programme École en santé d'ailleurs, mais ça se fait tout le long du parcours scolaire également. Vous, au BRIS, vous commencez vos interventions aux jeunes de quel âge? Par faute de personnel, de ressources humaines, on commence au secondaire. Mais il faudrait effectivement commencer au primaire. Mais avant, c'est une responsabilité qui est quand même assez parentale. Au secondaire, des fois, la relation avec son jeune est des fois un peu plus gênante, un peu plus difficile. Donc, des intervenants comme vous, là, des fois, c'est un peu plus facile pour les jeunes adolescents de se confier ou d'en parler avec des gens à l'extérieur de la maisonnée. Oui, effectivement. Des fois, ça peut être gênant d'en parler aux parents, mais... Étant, comme tu le disais tantôt, la science a fait des grands progrès quand même. On en meurt beaucoup moins qu'avant. Ceci dit, je lisais quand même la littérature autour de la Journée mondiale de lutte contre le sida 2016. Là, c'est aujourd'hui, le 1er décembre. On a un message à passer, je pense, au gouvernement. Hein? Peut-être qu'on a avancé, mais il faut pas arrêter d'investir là-dedans. Hein? On a l'impression, pas juste le gouvernement ici chez nous, à travers le monde, regarde, ça a peut-être assez avancé pour qu'on arrête d'investir dans la recherche et développement puis dans la recherche de solutions, mais il faut pas arrêter d'investir. Et que non. Et c'est drôle que tu en parles parce que justement, nous, on est victimes, le BRIS, justement, des coupures du fédéral. Donc, le fédéral nous a coupé la subvention. Donc, le projet terminait cette année et on nous a donné seulement une année de sursis pour fait que tu seras peut-être pas là le 1er décembre l'an prochain pour la journée mondiale. Non, je vais être encore là l'année prochaine. On devrait. J'espère pas. Il faut trouver des solutions. On terminerait en mars 2018. Mais on est plein de volonté. Donc, on ne veut pas cesser parce qu'on croit vraiment. Au moins, ils vous avertissent 1 an et demi d'avance. Ça vous donne le temps de vous revirer de bord. Le provincial prend pas la relève. Quoi, c'est des fonds du gouvernement du Canada que vous perdez, là? Oui, c'est ça. Parce qu'on a quand même le 6 ici sur la Côte-Nord nous donne une subvention. Mais on sait que tous les organismes sont sous-financés.
Donc, heureusement, on reçoit une subvention du provincial, mais la subvention, malheureusement, est pas suffisante. Pourtant, comme le disait notre premier ministre, on est en 2016. Il me semble que c'est des choses dans lesquelles on devrait investir. Ouais, surtout dans la prévention, parce que $1 investi dans la prévention, je crois que c'est près de 4-5 $ qu'on sauve après au niveau des Puis de la santé. les organismes communautaires comme le BRIS, là, il y en a qu'on entend parler très, très, très souvent pour diverses raisons, puis il y en a d'autres qui travaillent dans l'ombre. Là, c'est votre cas. Vous venez nous voir à la radio peut-être une fois par année, le 1er décembre. C'est un peu triste d'apprendre qu'il n'y a plus de financement pour ce genre de choses-là. Ben, vous avez des services, pas juste de la prévention. Non. Les gens qui sont atteints, ça existe aussi là dans la région, des gens qui ont besoin de toutes sortes de services. Oui, c'est sûr qu'on a le VIH, mais on a toutes les infections transmises sexuellement et par le sang. Donc, si on a des questions là-dessus. On s'occupe également d'identité et de l'orientation sexuelle. Donc, on va être très, très, très présent dans les écoles l'année prochaine. Également au niveau de la population, on va faire des interventions. Donc, on va être très, très actif à ce niveau-là parce qu'il y a une préoccupation. Et en gros, ben c'est ça. C'est pas évident de remplacer des fonds fédéraux par une campagne de financement là quand on s'appelle Bureau régional d'information en santé sexuelle non plus. Ouais. Là, c'est pas aussi glamorous que de ramasser de l'argent pour le cancer, comme on disait tantôt aussi là. Ben tu touches un point parce qu'effectivement, si on a des sous, puis c'est correct. Mais si on a 5 $ à mettre, est-ce qu'on va l'investir dans la prévention ou on va l'investir dans le cancer ou les limes des sabres ou peu importe la maladie? Je comprends, là. Mais encore une fois, la prévention, même si c'est très, très, très c'est primordial, ben on va plutôt miser sur ouais. Dans ce temps-là, on divise notre 5 $, on donne 2 pièces et demie à un puis 2 pièces et demie à l'autre. Bon, mais c'est une bonne suggestion. Bon, et voilà, on coupe la poire en 5 organismes auront $1 cette année. Ben, Kathleen Côté, un gros merci pour ta présence à Côte-Nord Attitude. Je rappelle que tu es directrice du Bureau régional d'information en santé sexuelle, le BRIS Côte-Nord. Ben, merci à vous deux. Merci. Attitude. Ce vendredi, magasiner chez Canadian Tire, c'est payant. Ah ouais? Pourquoi? Tu peux obtenir des cartes cadeaux. Je te donne un exemple. Disons que t'achètes pour 100 $ et plus, ben tu reçois une carte cadeau de 20 $. Et c'est pas tout. Ah non? Chez Canadian Tire, ils te financent tes achats sur 24 mois sans intérêt avec tout achat de 200 $ et plus. 24 mois sans intérêt? Attends, t'as même pas tout entendu. Tu peux magasiner dans le confort de ton foyer. T'appelles, tu payes par carte de crédit, tes achats sont garantis et soit tu vas les chercher en magasin ou tu peux te les faire livrer. Ah, t'as raison. Magasiner chez Canadian Tire, c'est payant. Je sais, j'ai toujours raison. Certaines conditions s'appliquent. On a posé la question, pourquoi avoir choisi le café de spécialité McCafé? Mon rapport qualité-prix. Moi, j'ai ici pour les lattés. Ils sont vraiment bons. En un mot, onctueux. Ben, il est bon, il est corsé. Les grands Arabica, là, c'est le plus goûteux. Préparé avec nos toutes nouvelles machines. C'est cappuccino. Mousseux, c'est parfait. Achetez 7 cafés, chocolat chaud ou boisson chaude McCafé et obtenez gratuitement la 8e format moyen au choix. Je vais chercher mon gratuit ce matin. Oui, le McCafé, je le recommanderais à tout le monde. McCafé, le café autrement. Dans les restaurants McDonald's du Canada participants. Tous les détails en restaurant. Grande vente anniversaire à la mercerie Armand Charrette. 3 jours à 20% minimum. Pourquoi minimum 20%? Parce qu'un coupon rabais de 25% se retrouve dans le journal Le Nord-Côtier du 30 novembre. Apportez-le en magasin et obtenez 25% sur un item de votre choix. Vous achetez un manteau pour vous et une robe de chambre et des pantoufles pour papa. Si vous avez votre coupon, vous pourrez avoir 25% sur le manteau et 20% sur les autres articles. D'autres spéciaux sont aussi offerts en magasin. C'est la grande vente anniversaire. 20% de réduction minimum sur toute la marchandise. 3 jours seulement. Jusqu'à samedi 17h. À la mercerie Armand Charrette, 459 Brochu. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94. 1. On va parler du caribou. Est-ce que les plans de protection qui s'en viennent, on espère là pour la protection du caribou forestier, on sait qu'il y en a encore sur la Côte-Nord des caribous forestiers. Ben, est-ce que ça peut nuire aux emplois dans les usines de transformation du bois, entre autres? On en parle avec un porte-parole de l'organisme SNAP Côte-Nord, la Société pour la nature et les parcs. Mais c'est SNAP Québec, par exemple. Québec, ben ouais, c'est plus grand que ça. Donc, Société pour la nature et les parcs Québec. C'est monsieur Pierre-Olivier Boudreau qui est chargé de projet en conservation et foresterie. Bonjour.
Bonjour. On espère ouvrir un chapitre sur la Côte-Nord. Eh ben, disons que c'est un des secteurs, j'imagine, qui est très regardé là, de votre côté dû à notre étendue, nos forêts et notre présence de caribou, évidemment, pour ce dossier-là. Premièrement, j'aimerais vous entendre. Vous dites que le gouvernement refuse de rendre public certains documents dont vous avez réussi à avoir copie. Quels sons de cloche ça vous sonne? Ça nous sonne que le gouvernement manque de transparence dans ce dossier-là. Heureusement, suite à notre sortie des derniers jours, les documents ont été publiés. Je vous annonce ça cet après-midi. Donc, effectivement, les documents ont été publiés. Pourquoi ils ont été tenus dans l'ombre aussi longtemps? Nous, on comprenait pas les raisons. Il n'y a pas particulièrement de données sensibles. Dans certains cas, c'est des rapports qui dataient de plus de 4 ans. Donc, peu importe les raisons, nous, on s'est dit que le gouvernement devait les publier parce que c'est des documents qui sont super importants dans le débat sur le caribou forestier. Et le débat présentement oppose la production forestière, donc les coupes dans certains secteurs, et ces mêmes secteurs sont visés pour étant des secteurs pour le caribou forestier. Présentement, vous, d'après la lumière là, des documents qui ont finalement été rendus publics et vos exercices, qu'est-ce que vous déterminez de cette opposition entre ces deux visions? C'est justement que c'est peut-être un faux dilemme, à notre avis, dans le sens où le maintien des emplois forestiers et la protection du caribou peuvent aller de pair. Je vous explique, on a constaté qu'on a peut-être eu les yeux un peu plus grands que la panse dans ce dossier-là. Les documents, un des rapports qu'on a révélés, ils ont fait différents scénarios à l'échelle de la province pour savoir comment on pouvait protéger le caribou forestier. Puis pour chacun de ces scénarios-là, ils ont calculé l'impact sur la possibilité forestière, donc les volumes de bois que la forêt peut donner. Puis pour les différents scénarios, là, on parle de des impacts entre 4 et 15 % sur la possibilité forestière. Donc, gardons ça en tête, 4 et 15 %. D'un autre côté, nous, on a des données publiques qui sont disponibles qui nous disent qu'à chaque année, à peu près depuis les années 2000, il y a à peu près 20 % de la possibilité forestière qui n'est pas récoltée. Donc, ce qu'on en conclut, c'est que il y a vraiment, selon ces données-là, une marge de manœuvre là, pour protéger le caribou forestier, là. Dans la préservation du caribou forestier, les industriels tentent d'avoir accès à des secteurs, on cible des secteurs qui sont conflictuels. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez eu des discussions avec l'industrie forestière pour leur faire comprendre votre vision des choses? On en a eu par le passé, du côté du Lac-Saint-Jean notamment. On travaille, d'ailleurs, on a élaboré un plan pour l'habitat du caribou avec Tembec. Ça, c'est plus dans le coin de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis on a réussi à faire un plan qui protège à la fois le caribou et les emplois. Du côté de la Côte-Nord, je dirais que nos discussions se passent à travers l'équipe de rétablissement présentement. Mais là, la grosse discussion présentement, c'est autour d'une grande aire protégée, comme vous le savez, dans le secteur des Montagnes Blanches, qui recoupe la Côte-Nord et le nord du Lac-Saint-Jean. Donc, c'est vraiment dans ce secteur-là là, que ça joue beaucoup les discussions présentement. Moi, j'en ai déjà vu des caribous, plusieurs ensemble d'ailleurs, des caribous des bois, pas loin de Sept-Îles, sur la route 138 entre Sept-Îles et Rivière-au-Tonnerre. J'ai vu cette année une photo, quelqu'un à quelques kilomètres au nord de Port-Cartier là, qui a pris une superbe photo d'un caribou des bois également. Il y en a pas loin quand même à Sept-Îles et Port-Cartier. Il y a une usine aussi à Port-Cartier. Est-ce que le coin ici, là, des aires protégées, ça serait ça la solution, quoi, de trouver le coin où ces caribous-là se reproduisent, là, peut-être, ou les secteurs qui ont le plus de besoin de conservation, quoi? C'est justement un des rapports, en fait, 2 des rapports dont on a dévoilé l'existence se penchent exactement sur ces questions-là. Donc, à quels endroits est-ce qu'on devrait créer des aires protégées? À quels endroits est-ce que l'habitat est meilleur pour le caribou? Mais aussi, à quels endroits il y a du caribou? Donc, on cherche vraiment une combinaison de ces 2 facteurs-là. Et puis, sur la Côte-Nord, il y a des secteurs pour créer des petites aires protégées, des secteurs pour créer des grandes aires protégées. Donc, au niveau des grandes aires protégées, on parle du secteur des Montagnes Blanches, comme j'ai dit, mais aussi, il y a un secteur dans le coin de la rivière Romaine qui est intéressant pour la création de grandes aires protégées. Donc, ça, c'est un des aspects. Les aires protégées, ça ne veut pas dire qu'on va protéger tout le territoire non plus. On laisse de la place à l'exploitation forestière, mais il faut juste que cette exploitation-là soit adaptée aux besoins du caribou. Fait que là, on va avoir toutes sortes de pistes de solutions qui vont être mises en place, qui sont présentées d'ailleurs dans les rapports dont on a dévoilé l'existence. On parle d'aires protégées, on parle du territoire Sept-Îles-Port-Cartier, même plus sur la base Côte-Nord. C'est le territoire Innu, le Nitassinan, qui, eux, on le sait, eux s'occupent aussi beaucoup des caribous.
Est-ce que vous avez eu, parce que dans le communiqué, il y a aucun endroit où est-ce qu'il y a mention de discussion ou d'appui de la communauté autochtone, des différentes communautés autochtones au Québec qui sont impactées par leurs activités traditionnelles envers le caribou. Est-ce que vous avez eu des discussions avec les peuples autochtones pour vous appuyer ou vous aider dans les démarches? On sait que des fois, ils peuvent avoir quand même beaucoup de poids dans la balance. Oui, certainement. On est en discussion avec plusieurs communautés Innu, que ce soit à Massayache, même au niveau de l'organisation de la nation Innu. Je vous dirais que parfois nos objectifs se rejoignent pour des raisons différentes. Pour les autochtones, c'est vraiment le caribou fait partie de la culture, du mode de vie. Et puis il y a pour certains une intention de maintenir les caribous pour continuer en profiter à ce niveau-là. Donc c'est clair que les communautés autochtones font partie de l'équation. Et puis nous, dans l'équipe de rétablissement du caribou, il y a quelques groupes autochtones qui sont présents, mais les Inuits ne sont pas partie prenante de la représentants. Okay. Donc c'est clair que nous on invite le gouvernement du Québec à vraiment faire en sorte qu'il y ait une collaboration étroite avec les communautés autochtones impactées dans la mise en place de mesures de protection du caribou. Rapidement, en terminant, M. Boudreau, êtes-vous inquiet aussi pour le caribou de Shefferville, du nord, là, de la Rivière-Georges? Je sais que le SNAP Québec s'implique aussi dans un événement une fois par année, avec les Inuits d'ailleurs, où on va dans le nord là, vérifier certaines choses et réfléchir sur l'avenir du caribou. Là, on parle des grands troupeaux de caribou au Canada, au Québec. On le sait, il est pas mal décimé, le troupeau en haut, là. Oui, c'est une bonne question. Puis effectivement, la SNAP, on vient tout juste d'organiser un événement pour aller au Mouchouanipi, en collaboration avec les organisateurs autochtones qui sont à la base de ce projet-là. Mais oui, la situation du caribou est inquiétante. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'il y a un groupe de plusieurs gouvernements autochtones qui sont sur ce dossier-là. Donc le groupe Caribou Angava. Et puis eux, ils sont vraiment en train sur le dossier de mettre en place un programme de rétablissement ou un plan d'action, si on veut. Donc, moi, ça me rassure beaucoup de savoir qu'il y a un leadership du côté des Autochtones pour protéger, pour s'inquiéter de la situation de ce caribou-là. On va souhaiter qu'autant que du côté de l'industrie forestière, du gouvernement, du côté des intervenants en forêt, en conservation et du côté des Inuits, tout le monde puisse s'entendre pour le bien-être autant de l'économie que des populations de caribous. Monsieur Pierre-Olivier Boudreau, chargé de projet en conservation et foresterie pour la Société pour la nature et les parcs, soit la SNAP Québec. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et dans quelques instants, on fait le bilan du colloque sur les pêches autochtones qui avait lieu hier avec Serge Langelier, porte-parole de l'agence AMIC. Côte-Nord. Attitude. Chez IGA, on est en pleine saison des préveillons. Vous savez, ces petites et grandes occasions de festoyer d'ici aux fêtes. Par exemple, le party de bureau. Tremblay, vraiment bonne tes petites boulettes. Pour cuisiner de savoureuses entrées pour vos parties, jusqu'au 7 décembre chez IGA, le porc haché extra maigre en emballage familial est à seulement 1,99 $ la livre. Et les sacs de 5 livres de carottes et d'oignons sont à 3 pour 4,98 $. Ça va m'en prendre d'autres pour la semaine prochaine. Je reçois ma famille. Cette année, préparez-vous de beaux préveillons avec IGA. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94. Le colloque 2016 de l'AMIC fait un bilan discute des enjeux sur les pêches autochtones au Québec. En même temps, on souligne le 10e anniversaire de l'agence spécialisée dans les pêches auprès des Inuits, l'agence AMIC. Serge Langelier travaille au sein de cette agence depuis un bon bout de temps. Une belle concertation aujourd'hui, hein? On met en évidence finalement les réussites des Inuits dans le domaine des pêches. Effectivement, l'idée du congrès, c'était de souligner tout le travail qui a été fait au niveau de l'AMIC, au niveau du développement des pêches, au niveau de l'environnement pour la nation Innu dans les dernières 10 années. Puis plutôt que faire juste une célébration des 10 ans, on a décidé ce qui a été décidé à l'équipe, c'est de faire un colloque, puis mettre de l'avant, puis faire la promotion de toutes les réussites qu'il y a eu. Je trouve que Serge Langelier est la bonne personne pour parler un petit peu de l'arrivée des Inuits. Si on vient dans l'histoire, là, toi, tu étais au regroupement des pêcheurs à l'époque. Donc, à l'époque, il n'y avait pas d'Autochtones du tout qui faisaient des pêches
commerciales là, dans le Saint-Laurent, sur la Côte-Nord. Tu les as vraiment vus, tu l'as vu naître finalement l'arrivée des Autochtones là, sur la Côte-Nord dans les pêches. J'étais carrément présent quand il y a eu les premières émissions de permis pour la Nation Innu. Et après ça, mais c'était un travail de collaboration de ma part quand j'étais employé du regroupement et de l'Office des crabiers à l'époque. Et on a procédé à le travail de collaboration. Puis ça s'est progressé jusqu'à ce que, en 2006, qu'il y ait la création de l'AMIC et que je sois engagé pour travailler à l'AMIC. L'arrivée des Autochtones dans les pêches au Canada, c'est arrivé un petit peu avec des jugements. D'abord, Sparrow, ensuite Marshall. Ensuite, il y a eu une ouverture au ministère des Pêches et des Océans là, de planifier leur entrée dans les pêches. Sur la Côte-Nord, c'est venu autrement. Là. Toi, tu te souviens, tu as travaillé avec les pêcheurs blancs à l'époque. Est-ce que tu dirais qu'ils ont été bien accueillis, les Autochtones? Il y a quand même eu un petit peu d'incompréhension quand même au début là. Ben, veux pas, c'était un bouleversement. Puis comme j'expliquais ce matin, le bouleversement était simultanément aussi avec tout ce qui s'est passé au niveau du moratoire sans morue. C'est qu'on avait vraiment une période d'instabilité. On avait la disparition du poisson de fond, la fermeture des pêches au poisson de fond, on avait l'explosion des volumes au niveau du crustacé, crabe, crevette et compagnie. Puis en même temps, ben, il y avait ça avant le jugement Sparrow au niveau de la pêche alimentaire, sociale et rituelle. Parallèlement à ça, ben, il y avait la négociation pour les crabiers pour avoir une entente de cogestion. Puis pour avoir une entente avec pêche océan, ben, les pêcheurs ont, par le processus de négociation de 3 tentatives d'arriver avec une entente de cogestion, ben, il y a eu l'émission des 3 premiers permis de pêche au crabe des neiges pour les communautés Innu de la Côte-Nord à l'intérieur même de ce processus-là. C'est que initialement, dans la zone 16, il y avait 36 permis. Quand il y a eu la négociation, ben, il y a eu l'émission d'un 37e permis de la communauté de Ouachat. Le 38e permis a été pour la communauté des Guanchit et le 39e permis pour la communauté de Natashquan. Les autres permis ultérieurement ont été acquis suite à des programmes de financement du MPO. Mais les 3 premiers permis ont été émis à coût nul pour le ministère. C'est les pêcheurs qui ont ponctionné à même leur quota pour la création de ces permis-là. Et le vrai premier permis à Ouachat, je pense que c'est 1993 qu'on a précisé ce matin. Là. Ça a beaucoup évolué, Serge, depuis quand même. Là. Aujourd'hui, si on prend justement l'exemple de la zone 16, c'est un très bon exemple. Là. Le crabe, c'est lucratif. Maintenant, je pense qu'il y a 14 permis sur 39 qui appartiennent aux Autochtones. Aux Inuits sont devenus très importants aussi dans à peu près toutes les espèces, dans toutes les zones de pêche de la Côte-Nord. L'AMIC, quand ça a commencé au début, c'était quand même naissant. Là. C'est dans les 10 dernières années que ça s'est beaucoup développé. Oui, ben ça a été une progression rapide. Puis au début de l'AMIC, il y avait des fonds qui étaient disponibles. Mais depuis des années, il n'y a pas eu d'autres disponibilités de fonds pour acquérir des entreprises existantes. Là, c'est la consolidation des entreprises de pêche de chacune des communautés qui existent actuellement. On est en train de regarder pour développer d'autres espèces aussi et diversifier la base de pêche. En même temps, ça s'est structuré, l'industrie. Vous avez acheté des bateaux. L'AMIC offre des services, mais opère aussi des bateaux de pêche. Il y a une implication aussi avec d'autres entreprises là, au niveau de la transformation. Les Inuits, aujourd'hui, ont une vision globale de l'industrie et s'intègrent dans toutes les étapes. Là. Effectivement, c'est pas juste au niveau de la pêche ou de la récolte. Il y a la pêche, il y a la transformation, il y a la mise en marché, la commercialisation, le conseil de vente des CIPIT. Avec je sais pas, quand on fait de la route, il y a juste en sortant du village de CIPIT, en allant vers des Escoumins, en allant vers Québec, sur le bord de la côte, sur la gauche, il y a une poissonnerie là, mais avec un restaurant, ben, c'est la possibilité des gens qui passent de passage là dans une région qui est quand même assez touristique. Ben, quelqu'un peut acheter des produits bruts ou ben non, acheter des produits transformés, peut acheter au printemps, à l'ouverture de la pêche au crabe crevette, tu peux acheter une sandwich avec du crabe, du homard, puis le produit, c'est pas juste un produit brut, c'est qu'il y a les gens peuvent acheter de la clam chowder, peuvent aller au restaurant, c'est que c'est vraiment une approche plus mise en marché, c'est qu'on a l'intégration carrément comme que de la table, de la mer aller jusqu'à la table pour le consommateur. Il y a une implication des
les Inuits à toutes les étapes. Puis il y a même présentement des exercices pour travailler juste de la partie verticale, mais au niveau le mécanique, l'entretien de bateau, c'est qu'il y a déjà d'autres étapes complémentaires à la pêche qui se font. Dont la certification d'ailleurs qui permettrait de retracer là d'où viennent nos produits qu'on achète en poissonnerie ou même en épicerie là. Serge, l'AMIC en 10 ans, bon, je pense qu'il y a une des belles réussites là-dedans là, c'est la formation. Hein. Moi, je me souviens de l'époque où les Autochtones achetaient des bateaux ou louaient des bateaux, mais c'était des équipages, souvent les mêmes blancs qu'avant là, dans plusieurs communautés proches des Inuits comme Havre-Saint-Pierre, Mingan, Longue-Pointe, Sept-Îles versus Ouachat. Maintenant, vous avez pas mal formé votre monde. C'est des équipages souvent 100% autochtones. Effectivement, les équipages, on a beaucoup d'équipages qui sont 100% autochtones. Encore présentement, aujourd'hui, il y a encore un autre cours qui est en train de donner de formation pour le capitaine de 4e classe pour les bateaux de pêche. On a toujours une vision dans l'avenir, former le monde, que ça soit comme objectif, que ça soit des équipages entièrement autochtones. Comme moi, les bateaux que je supervise l'été, j'ai un bateau qui n'a pas un capitaine autochtone. Les autres bateaux, c'est des capitaines autochtones, premiers maîtres autochtones, puis les membres d'équipage, c'est entièrement Inuits. Et les gens font leur quota aussi rapidement que n'importe quel autre bateau. Il y a eu des périodes où pour réussir le débarquement complet du quota, il y avait des transactions qui étaient faites pour transférer une partie de quota à d'autres pêcheurs pour arriver dans la période autorisée pour remplir le quota. Ça fait des années qu'on fait plus de transfert de quota. Nos bateaux, avec nos équipages autochtones, prennent l'intégralité de quota à l'intérieur de la période autorisée. C'est que c'est vraiment une belle progression. C'est un peu ça la grande réussite des Autochtones dans les pêches, peut-être sur la Côte-Nord, là, c'est qu'on a réussi à faire travailler votre monde. Les retombées sont dans les communautés Inuits quand vous avez des permis. Effectivement. Et en plus de ça, comme que je parlais ce matin, c'est une source de fierté pour les membres qui travaillent sur les bateaux. Ils sont fiers de travailler, ils sont fiers de dire qu'ils travaillent sur les bateaux et ils sont fiers de se lever le matin puis partir à la pêche. C'est pas toujours un métier qui est facile, là, mais c'est une source de fierté pour ces gens-là. Toi, tu l'as connu avec les Blancs qui étaient dans l'industrie à l'époque au regroupement puis tout ça. Ça s'est fait réparti sur un certain nombre d'années, ce qui fait que ça n'a pas trop brassé l'industrie ou dérangé les anciens là, avec des retraites des gens. D'ailleurs, les pêches chez nous embauchent ou contribuent à des retombées chez les non-autochtones de la Côte-Nord aussi. Là. Ben, on se fait pas d'idée, quand les gens qui travaillent sur les bateaux, quand ils vont consommer, ils vont faire leur marché, ils vont aller dans une épicerie, ils vont aller faire des achats dans les commerces locaux, c'est que ça fait virer l'économie de la même manière que n'importe quel autre emploi. En même temps, on le voit à travers tout ça, c'est des belles réussites de l'AMIC. Il y a encore plein de projets, mais aujourd'hui, on peut se permettre de fêter. Là. Ça tombe bien, le 10e anniversaire, après un certain nombre de réussites, c'est ce qu'on constate dans le bilan d'aujourd'hui. Là. C'était l'objectif, c'était de montrer les succès ou les réussites qu'il y a eu dans les dernières 10 années. L'avenir, Serge Langelier, on n'est pas rendu à l'aboutissement total. On cherche quoi? À intégrer d'autres espèces, à continuer le travail de former vos gens pour que les retombées soient au maximum dans les communautés autochtones? Ben, les projets d'avenir, ça va rester la formation. C'est un dossier qu'on a déjà commencé, qui va être complété. On va développer les nouvelles espèces. On a un virement à faire aussi ou à travailler pour être capable d'être plus efficace dans le poisson de fond qui est en train de revenir. On le constate depuis un certain nombre d'années. On a une expertise à développer au niveau de la transformation, mais au niveau de la capture. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme marché pour ces espèces-là? On a développé dernièrement au niveau de l'AMIC la marque de commerce Keshkan qui permet de certifier que le produit qui a été récolté ou capturé, transformé ou mis à marché par des entités autochtones. C'est un projet qui est endossé par l'Assemblée des Premières Nations du Canada. On est en train d'être capable de certifier les produits de la pêche des Premières Nations ou pour d'autres clientèles. Un marché peut être développé pour les produits des Premières Nations. C'est de quoi qu'on travaille aussi. C'est qu'on travaille sur plusieurs fronts. On va voir tantôt, Annie va parler de tout ce qui est au niveau de recherche et développement. On a des projets d'essayer d'améliorer des processus de transformation. On a des nouvelles espèces. On a vraiment là, un portefeuille de projets qui est super intéressant. Bon, on voit qu'il y a du travail pour au moins 10 ans encore. On refêtera le 20e dans quelques années. Serge Langelier, porte-parole de l'agence AMIC. Rappelle-moi donc, AMIC, ça veut dire Agence Mamu... L'agence Mamou Innu
Kaikouset, qui signifie ensemble les pêcheurs autochtones. Un gros merci pour l'entrevue. Merci beaucoup. Allez, répète-le donc. Qu'est-ce que ça veut dire, Amir? L'agence Mamou. Ah non, c'est quoi? C'est difficile. Ah ouais, donc, toi, hein? Mamou Kaikouset? Mais là, je l'ai pas devant moi. Mais oui, c'est des fois là, c'est très complexe, mais ça a une belle signification. Ce que je retiens, c'est que ça signifie ensemble les pêcheurs autochtones. Exactement. Voilà. Hey, ça conclut cette semaine à Côte-Nord Attitude. Je veux de la neige. Ça s'en vient. Les enregistrements, nos entrevues seront disponibles demain. Au revoir.